Alors notre conviction, elle aurait pu être résumée dans une phrase de l'historien Théodore Zeldin. Je rappelle que c'est notre grand parrain qui nous rejoindra au cours de cette année. Il a dit beaucoup de choses, mais il a notamment dit que c'est par la relation entre une personne et une autre que l'on change le monde. Bonjour à tous. Alors bienvenue chez vous. Je suis heureux de vous accueillir pour cette deuxième séance des rendez-vous Avenue Centrale en sciences humaines. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour le 6e rendez-vous en sciences humaines. On est à mi-chemin. Alors on accueille aujourd'hui Jean-Philippe Lachaud, qui est directeur de recherche à l'INSERM, c'est impressionnant, au sein du centre de recherche en neurosciences de Lyon. Là, ça fait tout de suite peur. Donc il est venu en voisin et visiblement avec beaucoup de ses fans. Prochain rendez-vous au Stade de France, puisque la salle est pleine et peut-être qu'il y a encore du monde qui arrive, mais je crois qu'en bas, il y a du monde et puis on ferme les portes. Alors il a publié récemment, récemment en 2011, le cerveau attentif, contrôle, maîtrise et lâcher prise. C'est paru en poche. Prochain ouvrage en avril. Je vous fais de la publicité normalement en avril, sur le thème même de la conférence. Bon, et puis il y a, même si la reproduction dans les séries poche est toujours un petit peu difficile, mais il y a énormément de petits dessins, de petits graphiques de la main même de l'auteur. Donc c'est quand même assez rare. Donc le titre de ce prochain ouvrage, Le cerveau funambule, apprivoiser son attention grâce aux neurosciences. Ça doit être ça, mais l'auteur n'est plus sûr. Donc moi j'ai cette information-là. Avec l'éditeur, parfois ça change un petit peu. Voilà, donc c'est l'éditeur qui fait les titres. On le savait pour un certain nombre d'entre nous ici aussi. À travers ce que vous appelez les neurosciences cognitives ou ce qu'on appelle les neurosciences cognitives, Jean-Pierre, vous proposez de démontrer comment mieux se concentrer en développant son sens de l'équilibre attentionnel. Donc avec Yves Citeau, on avait démarré, vous vous souvenez, ces rencontres autour de l'écologie et voire l'économie de l'attention. Aujourd'hui, vous nous parlerez de l'équilibre attentionnel. Donc comment faire pour maîtriser, apprivoiser notre attention. Comment rester concentré, ça nous intéresse aussi beaucoup. On peut admettre quand même que c'est pas facile aujourd'hui parce qu'on est sollicité par une foultitude d'offres et il y a de la concurrence pour ce qui est du domaine de la tentative de concentration. Et moi qui suis un modeste enseignant qui tente parfois de mobiliser et de concentrer mon auditoire et des amphithéâtres complets sur mon modeste cours, je vois bien que je suis en concurrence avec un certain nombre d'outils. Alors moi j'ai choisi, j'ai une stratégie, vous me direz si c'est la bonne, je leur fais fermer ce genre de choses, parce que je pense qu'ils peuvent revoir quelques films manqués à d'autres moments que pendant mon cours. Je leur explique que, ayant passé le stage de rattrapage du permis pour cause de perte de points, on m'a fait passer un certain nombre de tests et j'ai compris que en faisant 2-3 choses à la fois, c'était un petit peu difficile. Voilà, donc il faut être concentré sur une chose et qu'on fait les choses assez bien si on a cette capacité de concentration au moins sur une chose. Donc j'écouterai avec intérêt vos conseils. Voilà, on vous laisse la parole, on vous remercie vraiment d'être là, même si vous êtes là en voisin, et on va essayer d'être attentif à votre propos très intéressant. La parole est à vous. Ok, le micro marche, oui, c'est bon. Merci beaucoup. C'est une petite gageure et vous avez peut-être un petit peu créé peut-être trop d'attentes parce que si vous attendez des remèdes miracles pour mieux vous concentrer, en une demi-heure, c'est peut-être un petit peu compliqué.
Là, en une demi-heure, je me propose 3 choses. Peut-être la première, c'est déjà d'essayer de montrer ce qu'apporte l'attention, ce qu'est un cerveau attentif par rapport à un cerveau inattentif, première chose. La deuxième chose, c'est que je vais essayer de vous parler des différentes forces qui contrôlent l'attention et pourquoi c'est si difficile de se laisser, d'être concentré. Et troisième aspect, alors ce sera à la toute fin, éventuellement, des pistes de réflexion qui en fait sont plus avancées que ça parce qu'on a un vrai projet d'entraînement de l'attention dans les écoles qui sont basés sur les idées de la conférence, mais qu'évidemment je peux évoquer hyper rapidement dans la demi-heure. Mais bon, si vous me suivez, on va essayer de mener ce petit plan ambitieux. Avec tout de suite, moi j'aime bien commencer par une situation qui nous parle tous, c'est en fait la différence entre une lecture attentive et une lecture inattentive. Parce que là, on sent que l'attention fait vraiment une différence, c'est-à-dire que vous avez tous cette expérience de lire un livre en étant peut-être un petit peu fatigué et les yeux balayent le texte, mais ça rentre pas. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'on est en train de lire, mais à la fin du paragraphe, on a vaguement retenu quelques mots, mais on n'a pas eu accès au sens. Surtout si c'est compliqué. Et puis à l'inverse, vous avez, quand vous êtes bien éveillé, bien attentif, vous lisez le texte, et là vous avez vraiment un accès au sens, un univers imaginaire éventuellement qui se construit également, mental. Donc une vraie dissociation entre les deux. Et j'aime bien cette situation d'abord parce que, en laboratoire, elle peut se reproduire. Et deuxièmement, elle a un pendant au niveau de l'écoute. En termes d'attention auditive, c'est un petit peu la même chose. L'écoute attentive, on entend vraiment ce que nous dit la personne, et puis cette espèce d'écoute distraite, vous êtes en train de faire autre chose, est-ce que tout ce que vous entendez, c'est une sorte de blablabla. On sait que si c'est un homme ou une femme qui nous a parlé, mais pas forcément, on n'a pas accès vraiment au message. Donc, il se trouve qu'à Grenoble, avec certaines personnes dans cette salle d'ailleurs, on fait des expériences avec une méthode d'imagerie à haute résolution spatiale et temporelle, qui va nous permettre donc de différencier un cerveau qui fait attention pendant une phase de lecture et un cerveau qui ne fait pas attention. Pour ça, alors ça vous donne une petite idée des protocoles qu'on utilise, qui sont hyper simplets. Vous voyez, j'ai dessiné ce petit bonhomme qui est en train de regarder un écran. Et sur l'écran, vous avez des mots qui s'affichent les uns après les autres. Alors je sais pas si ça se voit très bien, mais il y en a qui sont d'une couleur et l'autre d'une autre. Il y a du blanc et du grisé. Les mots blancs, ils forment une histoire. Et les mots gris forment une autre histoire. En fait, la tâche, la consigne tout simplement, est de lire une des deux histoires, celle avec les mots qui sont affichés en blanc. Donc le truc un petit peu de cette expérience, c'est que déjà le rythme est hyper rapide, donc il y a plus d'un mot par seconde. En plus de ça, vous ne savez pas à l'avance en tant que sujet si le mot va être blanc ou gris. Et le mot est vraiment flashé, il disparaît immédiatement. Donc en termes de perception, de stimulation physique, on va dire, l'image est un petit peu la même. Vous êtes dans le même état au moment où apparaît le mot, qu'il soit blanc ou qu'il soit gris. Par contre, ce qui va différer, c'est que dans un cas, vous le traitez de manière attentive, vous l'intégrez vraiment à une histoire. Donc là, ça donnerait « il était le petit chat » ou « il était une fois », etc. Et dans l'autre cas, vous avez des mots dont vous ne faites rien, un petit peu comme quand on lit de manière inattentive. C'est-à-dire que... Donc le mot est là, mais il manque quelque chose. Et ce qui manque, justement, vous allez le voir sur ce film-là. Alors vous allez voir normalement des petites couleurs qui s'affichent. Si je retrouve ma souris, voilà. Alors, normalement, vous ne comprenez rien au début. Alors qu'est-ce que c'est? Donc des cerveaux en bleu et en rouge, oui. 8 cerveaux, en fait, c'est simplement sur chaque rang, vous avez différentes vues d'un cerveau. C'est pour pouvoir voir un petit peu tous les coins. Donc vous avez l'hémisphère gauche à gauche et l'hémisphère droit à droite. Et puis en haut, les cerveaux du haut, c'est la situation de lecture attentive, et en bas, la situation de lecture distraite, inattentive. Donc qu'est-ce qu'on voit? Je vais vous demander de vous concentrer sur les taches rouges. Donc d'abord, les images, les couleurs changent dans le temps. Pourquoi? Parce que le temps évolue. Vous voyez donc l'apparition du mot qui va disparaître rapidement, puis donc phase de lecture en haut ou non en bas. À l'arrière du cerveau, si vous vous concentrez sur le cerveau de gauche, le plus à gauche, donc vous êtes dans l'hémisphère gauche, et si vous regardez sur la partie droite, donc la partie arrière de ce cerveau, vous avez là le cortex visuel, donc les aires qui servent principalement à traiter l'information visuelle, à vous dire ce que vous avez sous les yeux. Et vous voyez à un moment, juste après l'apparition du mot table, ici une tache rouge. Donc c'est pas du sang, hein, c'est avec nos mesures, c'est une mesure de l'activation de cette région-là, c'est le niveau d'activité neuronale de cette région. Donc vous avez cette activité qui va apparaître, hop, maintenant. Voilà, et qui progressivement va disparaître. Donc là, il y a une perception visuelle du mot, et qui est d'ailleurs, si vous regardez bien, à peu près la même dans les deux cas, en haut et en bas. Vous voyez la toc, maintenant, vous avez à peu près le même niveau d'activité.
Donc l'attention va avoir assez peu d'effet sur la perception purement visuelle. Par contre, la grande dissociation, elle va se situer au niveau du lobe frontal. Lobe frontal donc étant situé ici plus à gauche, c'est la partie qui est derrière le front, donc dos frontal. Cortex frontal, je ne sais pas si vous voyez ma petite souris par là. Voilà, merci. À ce moment-là, donc on est à peu près un tiers ou un quart de seconde après, un bon tiers de seconde après l'apparition du mot. Voilà, ici, top, non, top, voilà. Là, vous voyez, c'est tout rouge et en bas, c'est tout bleu. D'accord, vous avez vu? Alors ces régions-là, là, il y a vraiment un effet de tout ou rien. Autant à l'arrière du cerveau, l'effet de l'attention, il est minime, au moins pour la première vague d'activité. Autant pour la partie avant, on a un effet de tout ou rien, c'est-à-dire que lorsque vous faites attention, ces zones vont s'activer, et lorsque vous ne faites pas attention, ces zones ne vont pas s'activer. Alors qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte quelque chose de très important, puisqu'on a là des régions impliquées dans le traitement de très haut niveau du langage, comme l'aire de Broca, qui vont permettre la lecture, la mémorisation, la compréhension. En fait, tout ce qui fabrique le contenu, le sens de l'histoire à partir des mots isolés. Donc l'accès, la construction du récit, elle va se faire dans cette interaction avec ces régions avant du cerveau, donc dans le cortex préfrontal, et puis des régions plus sensorielles à l'arrière du cerveau. Et donc vous voyez, en fait, c'est un petit peu le message principal, c'est que dans un cas, il y a cette espèce de perméabilité de ces régions avant du cerveau qui vont se laisser envahir par l'activité cérébrale, envahir par le mot qui est sous vos yeux, alors que dans l'autre cas, cet envahissement n'a pas lieu. Et cet envahissement, donc, va contribuer à cette analyse de haut niveau et finalement ce qu'on appelle la lecture. Donc voilà. Donc avec attention, vous avez cet envahissement du lobe frontal, cette réaction du cerveau qui va se prolonger, et sans attention, une réaction qui elle va rester locale, qui va rester au niveau des aires purement sensorielles et qui va être brève. Ce qui sera exactement la même chose. Donc pour l'audition, dans le cas d'une écoute inattentive, vous auriez une activité qui finalement resterait au niveau des cortex auditifs, sans en faire plus que ça, et pas l'intégration, cette diffusion à large échelle dans tout le cerveau. Alors tout ça est très important pour deux raisons. Donc d'abord parce que d'une part vous avez, comme je vous dis, ces régions de haut niveau qui vont participer à ce jeu, à ce petit jeu, qui vont participer à l'analyse, mais également le fait que la réaction soit plus prolongée. En fait, si on regardait bien les aires sensorielles, donc si on revenait sur le cortex visuel, dans le cortex visuel, vous aviez une réaction qui certes au début était un petit peu la même dans les deux cas, mais qui en fait restait un petit peu plus longtemps. Et le fait d'avoir une activité un peu plus prolongée, ça va être très important parce que ça va permettre de maintenir actifs ensemble des neurones qui vont pouvoir créer des liens entre eux, créer de la neuroplasticité. On va agir sur les réseaux, il va y avoir formation de réseaux et donc mémorisation. Donc d'où le rôle et l'importance capitale de l'attention dans l'apprentissage. Donc il y a vraiment, en fait, pour faire attention, il faut accepter de se laisser complètement envahir par le monde qui est autour de nous, parce qu'on a sous les yeux. Il y a un couplage qui va s'établir entre soi-même et le monde extérieur, qui est important et qu'on retrouve d'ailleurs dans l'attention sociale. C'est-à-dire quand vous êtes avec quelqu'un, vous discutez. S'il y a vraiment une attention à l'autre, il va y avoir un couplage qui va se faire entre les deux personnes. Donc il y a un vrai dialogue qui s'établit, alors que lorsque vous êtes sur votre téléphone portable, ce couplage n'a pas lieu, ou en tout cas il a lieu avec d'autres personnes. Et donc ce que fait l'autre ne va pas vous impacter, ne va pas avoir d'effet sur vous. Donc il y a une sorte de coupure qu'on a vu très bien là. Il y a un mur qui se met en place, vous devenez imperméable au monde qui est autour de vous. D'où voilà l'idée de l'attention même comme valeur, hein. Je crois qu'Yves Citon en avait parlé probablement. Cette attention, donc on décide d'accorder ou non. Voilà, donc cette petite diapo pour rappeler ce mécanisme de dialogue. Et alors, il y a un petit point qui a peut-être attiré votre attention, c'est que dans le film, au tout début, juste après l'apparition, enfin l'activité visuelle, vous avez très rapidement une petite réaction du cortex préfrontal, dans les deux cas, qui est un peu la même. Donc c'est ce que j'ai encerclé ici. En fait, c'est tout à fait naturel, parce que quel va être le rôle de cette petite activité extrêmement brève? Donc dans les 2 premiers dixièmes de seconde après l'apparition du mot à l'écran, ou en général quand il vous arrive quelque chose, quand il y a un son, ou quand votre regard est attiré par quelque chose, donc il va se produire extrêmement rapidement une réaction de ces régions-là qui vont jouer un rôle d'évaluation. Évaluation de quoi? Évaluation de l'intérêt du stimulus, ou donc du son, de l'image, etc. Est-ce que ce stimulus mérite que j'y fasse attention? Ce qui est un point qui est important, c'est que
d'ailleurs on l'a un petit peu vu dans le film, c'est qu'à partir du moment où votre attention elle est accordée à ce qui se passe autour de vous, il y a une sorte de cascade d'activité qui va se dérouler et qui va rendre ces régions donc de haut niveau un peu indisponibles à tout le reste pendant, on va dire, une demi-seconde, parfois plus. Donc faire attention, c'est donc l'attention, c'est une sélection. Donc je fais attention, je sélectionne, et en sélectionnant un élément du monde extérieur, je vais me rendre aussi indisponible de façon transitoire à tous les éléments du monde extérieur. Il y a cette sélection, cette mise en relief d'un élément parmi tous les autres. D'un point de vue comportemental, c'est extrêmement important à chaque moment de choisir le bon. C'est très dangereux de se rendre indisponible à la quasi-totalité du monde extérieur. Donc la notion de choix, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'engage ou est-ce que j'engage pas, est très importante. Et là, on est dans un dispositif de sélection, donc de décision, qui va se produire constamment à un rythme assez effréné de parfois plusieurs fois par seconde. Donc je crois que voilà. Donc vous avez ce qui est appelé CPFL ici, c'est le cortex préfrontal latéral, qui va jouer ce rôle à chaque fois. Donc à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, qu'il se passe quelque chose autour de vous, est-ce que c'est important, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je m'engage pour traiter plus en amont ce type d'événement ou non. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Alors après voilà, vous avez un processus d'évaluation de l'utilité en fait de cette information, utilité potentielle, qui est donc le fruit d'une délibération rapide et largement inconsciente, puisque je vous le montrerai après sur d'autres exemples, mais ces choix ont parfois lieu, comme je le disais, 3-4 fois par seconde. Donc il est inconcevable de choisir de manière consciente, volontaire, délibérée, 4 fois par seconde, si oui ou non vous faites attention. Donc voilà, donc une décision rapide, largement non consciente, mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle va dépendre largement de vos intentions du moment. Parce que finalement, comment est prise cette décision ? Comment est-ce que ces régions sont capables de dire oui c'est important, non c'est pas important ? Cette décision, elle va se prendre en fonction de ce qui vous préoccupe à un moment donné. Parce qu'on a tous à un moment donné 36 000 objectifs en tête. Écouter la conférence peut-être, après ne pas être en retard parce que vous devez déjeuner. Et ainsi de suite, voir un tel, répondre au téléphone si c'est important parce que vous avez laissé un enfant tout seul à la maison. Enfin oui, en fait, vous avez toutes ces empilements. Hop, voilà, j'enchaîne là-dessus. Tous ces empilements qui en fait vont participer de cette décision. Voilà, est-ce que c'est important ou c'est pas important. Donc il y aura, par exemple, voilà l'exemple d'une personne qui cherche son chien. Donc elle est dans la rue. Eh bien, le chien va aboyer. Ce son, parce que son intention du moment est de chercher son chien, va être considéré comme important. Oui, c'est important. Donc, redirection de l'attention. Alors que si son intention est juste de sortir en chaussons pour aller jeter le verre à la poubelle, l'aboiement va pas forcément attirer son attention parce que c'est absolument pas pertinent par rapport à l'objectif du moment. Il y a des fuites, mais on y reviendra. Et là, je parle de stimulus extérieur, mais il faut savoir que le même système fonctionne de la même façon pour des stimuli dits endogènes, c'est-à-dire en fait des phénomènes mentaux autogénérés de type souvenirs, pensées, etc., qui eux aussi finalement du point de vue de ces régions frontales vont être assez peu différents de stimuli extérieurs. Ça va être de l'activation qui arrive, éventuellement de régions sensorielles de haut ou bas niveau, et qui vont être jugées donc comme importantes ou pas importantes, et donc qui vont entraîner ou non une cascade de processus d'évaluation, voilà, et donc qui vont amener à une distraction ou non. Alors, problème numéro 1, et en fait, je vous avais promis, donc pour l'instant, je vous ai parlé de la différence entre un cerveau attentif et un cerveau inattentif. Je crois qu'on a à peu près évoqué la question. La deuxième chose que je vous ai promise, c'est de distinguer différentes raisons pour lesquelles il est difficile de rester concentré. Eh bien, la première, c'est celle que j'aborde ici, c'est ce problème d'empilement d'objectifs à court, moyen et long terme, qui sont généralement mal définis et sans hiérarchie précise, et qui vont tous être pris en compte dans cette évaluation de l'intérêt potentiel des stimuli pensés autour de nous. Donc, ce processus de décision, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'accorde de l'attention ou non, va être compliqué par la multiplicité de tous ces objectifs. Parce que n'oubliez pas qu'une des beautés de la machinerie cérébrale humaine, c'est cette capacité à prendre en compte à chaque fois les conséquences, non seulement à court terme de ces actions, mais également à moyen et long terme. Donc, si je fais ça, il va se passer ça, et il se passera ça, et se passera ça. En fait, on traîne ces objectifs extrêmement vastes, qui vont donc compliquer ce processus de décision.
Donc un des conseils qu'on donne toujours, premier conseil peut-être quand on a des problèmes pour se concentrer, c'est déjà d'établir une hiérarchie beaucoup plus claire dans ses objectifs et au moins d'en privilégier un de façon claire à un moment donné, au moins pendant quelques minutes. Donc comment va réagir le cerveau naturellement face à cette abondance d'objectifs en zappant, c'est-à-dire en passant de façon chaotique et désordonnée d'un objectif à un autre. Pourquoi? Alors il se trouve je trouve que ce phénomène a été assez bien formulé, notamment par Jonathan Cohen à Princeton, sous forme d'un dilemme entre exploitation et exploration. Tout être vivant finalement en recherche ou en nécessité de ressources limitées se retrouve face à ce dilemme qui est que si vous trouvez une source de nourriture, par exemple, vous avez toujours la question de savoir si à côté il n'y a pas plus de nourriture. Donc c'est encore mieux formulé dans le cas du chercheur d'or. Le chercheur d'or arrive sur un bout de rivière, il commence à trouver un petit peu d'or, mais fatalement au bout d'un petit moment, il se pose la question de savoir s'il avait fait 50 mètres de plus, il n'aurait pas trouvé beaucoup plus d'or. Vous voyez, on est forcément tous confrontés à ce problème. Si on ne va pas voir, on ne peut pas savoir. Et en fait, ce dilemme, il exprime le fait que la stabilité peut avoir un coût. Bloquer un endroit peut avoir un coût. Et de la même façon, on pourrait développer là-dessus pendant des heures sur le fait que dès que vous êtes en train de favoriser une activité ou une source d'information par rapport à toutes celles possibles, vous passez également à côté de toutes les autres. Donc si vous avez 1000 objectifs à remplir ou à atteindre, si vous en favorisez un, forcément, au bout d'un moment, ça va coincer. Vous allez ressentir toutes sortes de petits signaux d'alarme qui vous disent attention, il faudra peut-être quand même jeter un œil au portable, attention, etc., etc. Donc ça va être une source de distraction constante qui fait partie intégrante de ce système de choix au niveau donc des aires principalement frontales, de la pertinence de l'information qui vous arrive par rapport à vos objectifs. Donc la distraction est un petit peu faire partie intégrante de ce système attentionnel. C'est déjà assez compliqué. Mais en plus, il faut rajouter à ça une autre couche, voire 2 autres couches de force qui vont à chaque fois déstabiliser l'attention, qui n'ont rien à voir avec ce premier système, le système que j'ai abordé jusqu'à maintenant, et qui vont concerner plus ce qu'on va appeler les automatismes, et puis également les goûts, les émotions, les récompenses, en fait ce qu'on a l'habitude d'aimer ou de pas aimer. Alors pour ça, j'aime bien passer par l'examen de sa propre dynamique oculaire, c'est-à-dire quand vous regardez autour de vous, là maintenant, n'importe quand, vos yeux vont bouger plusieurs fois par seconde. C'est la dynamique naturelle de l'exploration. Quand vous arrivez dans une pièce, vos yeux vont regarder un petit peu dans tous les sens. Donc ça se balade tout le temps. Là, c'est sur cette petite scène un peu rigolote, vous avez des petites flèches rouges qui montrent un petit peu ce que pourrait être un exemple de pattern d'exploration oculaire. Donc, je sais pas, le regard va se poser un moment sur le visage du monsieur, et puis sur le petit squigui en haut. Ensuite, il va descendre sur le téléphone de la dame, peut-être sur le verre. Donc, ces déplacements, en fait, vont se produire. Donc, comme je vous le dis, plusieurs fois par seconde, et pas du tout de façon aléatoire. Et ça, c'est assez remarquable. C'est-à-dire que il y a à la fois, il y a une cadence de cette exploration qui est extrêmement élevée, qui est proche de celle. D'ailleurs, si vous fermez les yeux et que vous tâtonnez, vous êtes aussi dans un rythme proche. Moi, j'aime bien dire que c'est le rythme auquel on se brosse les dents, hein, à peu près. Donc, c'est plusieurs fois par seconde, comme ça. Et plusieurs fois par seconde, vous avez une vraie décision, parce que le regard, il va se poser à un endroit, mais il va pas se poser ailleurs. Ici, il va se poser à cet endroit, il va se poser à cet endroit pour une raison bien précise. Parce que cet endroit a été calculé, cette cible a été calculée dans le cerveau. On s'en rend pas du tout compte habituellement. Je sais pas si vous vous rendez compte. Si vous prenez la décision consciente de regarder à chaque endroit où vous regardez à chaque moment, en général on laisse faire, mais tout ça est calculé, c'est pas du tout le fruit du hasard. Et tout ça, et par exemple, donc voilà un des systèmes qui participe à ce déplacement spontané du regard. À l'arrière de la tête, dans ce qu'on appelle le lobe pariétal, vous avez vous avez un lien, un chemin qui va connecter les aires purement sensorielles de prise d'informations visuelles avec des aires beaucoup plus motrices qui vont notamment participer au déplacement des yeux. Donc vous avez une chaîne comme ça de la perception à l'action qui va, en fait, sur des critères assez simples finalement, le fait que par exemple les visages attirent assez facilement l'attention, mais un visage c'est facile à détecter. Pour des neurones, c'est pas très compliqué de faire un réseau de neurones qui va détecter des visages, parce que c'est une forme généralement ovale, assez stéréotypée. Donc avec quelques neurones, quelques étant
probablement beaucoup de millions, mais vous pouvez faire un réseau qui va être capable de détecter autour de vous la présence de visage, la présence de texte aussi, et le signaler. Et le signaler comment? Hop, sous forme de carte. Attendez, hop, voilà. Sous forme de cartes, en fait, qui vont illuminer ou mettre en relief certaines parties du champ visuel autour de vous. Donc, je reste sur la modalité visuelle, mais pour la modalité auditive, les autres modalités, c'est un petit peu le même principe. Donc, il va y avoir, finalement, à chaque fois que vous posez le regard à un endroit, en 1/10 de seconde à peine, 2/10 de seconde, le calcul, comme ça, une évaluation de ce qui pourrait être potentiellement intéressant autour de vous. Donc présence de visage, c'est important un visage, parce qu'un visage il peut avoir une expression négative, une expression menaçante, c'est compliqué, ça peut être dangereux d'ignorer une expression menaçante ou au contraire une expression sympathique. Donc c'est une source d'information qui est tout le temps, qu'on peut difficilement se permettre d'ignorer, donc il est normal que les visages attirent naturellement l'attention. De même pour le texte. Vous rentrez dans un métro, vous avez, alors chez Grenoble ça tombe bien parce qu'il y a moins de publicité qu'avant, il paraît. Mais vous avez ces panneaux publicitaires et vous remarquerez que très souvent votre regard se laisse attirer par un mot. Bon, la publicité fonctionne comme ça, sur ces ressorts-là, sur ces ressorts de capture rapide de l'attention par des stimuli stéréotypés. Donc en fait, tout ça va participer à la saillance, donc créer de la saillance autour de vous. Et cette saillance donc va être identifiée par la région que je mentionnais à l'instant et orientée, proposer simplement des déplacements du regard vers ces régions-là. Donc tout ça de façon extrêmement rapide, sans même forcément aller passer par cette évaluation, ce processus d'évaluation dont je parlais avant. On est plus dans l'automatisme là. Donc vous avez comme ça tout un système d'orientation réflexe de l'attention qu'on appelle l'exogène, par aussi la sirène de pompier qui arrive, le gyrophare, etc. Il y a des critères simples comme ça, des types d'événements simples qui vont naturellement orienter l'attention. Et puis à côté de ça, je crois que c'est cette diapo-là, ces cartes sont également enrichies et personnalisées en fonction de ce que vous avez l'habitude d'aimer, ce que vous avez l'habitude de considérer comme important. Donc je sais pas, mettons que cette personne soit un amateur de vin, ou plutôt vous en train de regarder l'image, peut-être que le verre de vin va plus attirer votre attention. Ou même si vous avez très faim et qu'on approche de l'heure du déjeuner, ce qui est à peu près le cas, si vous aviez un bon plat, une image d'un bon plat, l'image du bon plat va plus attirer votre attention parce que elle va taper dans un circuit, ça s'appelle notamment circuit de récompense, un circuit en fait d'attribution de valeur à ce qui est autour de vous en fonction de ce qu'on a l'habitude de trouver agréable ou désagréable. Donc vous avez sur des critères finalement relativement rigides, parce que avoir faim, s'intéresser à la nourriture quand on a faim, c'est quelque chose d'assez rigide, c'est un peu stocké en dur dans le cerveau. Pareil quand on a soif, alors vous savez, les publicités utilisent par exemple beaucoup des images de bébés pour attirer l'attention des femmes, plein de stéréotypes. Ou vous avez les jeunes filles en bikini pour vous vendre une voiture. Bon on est dans ces ressorts-là. C'est câblé en dur, au moins chez la majorité des personnes, mais ça permet d'attirer l'attention donc de façon réflexe, pas forcément en fonction de, comme je le disais, de ces objectifs du moment, tiens, je dois écouter la conférence, etc. On est dans quelque chose de beaucoup plus rigide et stéréotypé, mais qui vont donc participer, proposer en fait des orientations de l'attention à chaque moment. Soit de manière réflexe, toute bête, le gyrophare, soit, comme je vous dis, le bébé ou la belle pépé sur la publicité de voiture. Donc ça, c'est un circuit de récompense. Pour vous dire qu'il est enfoui à l'intérieur du cerveau, il est un petit peu difficile à montrer. Donc le problème numéro 2 pour stabiliser son attention, c'est que finalement, la décision, est-ce que ce stimulus, est-ce que cet événement, est-ce que cette pensée est importante, est-ce qu'il faut que je lui accorde de l'attention ou non, va être évaluée non pas par un seul système, mais finalement par 2 voire 3, qui vont être en compétition parce qu'ils vont avoir chacun leur idée de ce qui est important ou non. Oui, cette tablette de chocolat sur la table est très importante parce que j'ai faim et que j'aime bien le chocolat. Non, ce n'est pas important parce que en ce moment, je dois un petit peu surveiller mon poids. Donc vous voyez cette espèce de compétition tout le temps entre différents systèmes dans le cerveau qui vont avoir des idées très différentes sur ce à quoi il faut faire attention. Et si vous regardez bien, et vous pouvez vous-même observer, je vous encourage à le faire, si vous regardez la dynamique de vos mouvements oculaires, encore là où vous avez l'habitude de regarder, vous prenez là, quand vous sortez, vous faites 100 mètres et vous regardez comment se déplace votre regard, ce qui attire votre regard, et vous allez voir ces forces à l'œuvre. Alors, donc je vous avais promis des solutions, alors je vais pas vous en donner. Mais au moins, ce que j'aimerais introduire, c'est l'idée d'un changement potentiel possible de paradigme, c'est les grands mots, par rapport à l'attention. Parce que l'attention, la difficulté à stabiliser son attention peut être vue de 2 manières. Soit peut-être un petit peu à l'occidental, comme un manque de force. Voilà la cloche, c'est parfait. Donc manque de force, qu'est-ce que ça veut dire?
vous savez, si j'arrive pas à me concentrer, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais froncer les sourcils. Donc je vais faire un effort de concentration. Effort de concentration. Souvent ça vient ensemble. Voilà, c'est difficile, on se tend. Pourquoi? Parce que c'est cette idée que rester concentré, ce serait faire preuve de force. Donc comme si on tenait un poids, c'est lourd, et puis à un moment on va lâcher. Donc on va parler de musculation, travailler presque de musculation du cerveau, muscler son cerveau. On va parler de travailler son endurance attentionnelle, de contrôle par la force. Ça, c'est un peu la démarche classique. C'est comme ça qu'on voit l'attention. C'est pour ça d'ailleurs que l'attention et la concentration, c'est pas forcément bonne presse, parce que concentre-toi, c'est ok, je m'amusais bien, je t'ai détendu. C'est l'inverse de la détente, hein, où on parle de distraction. Distraction, c'est ça y est, je suis au cinéma, ça y est, une bonne petite distraction. C'est l'inverse de cet effort désagréable de concentration. Donc ça, c'est un petit peu le paradigme, disons, dominant. Mais il me semble qu'on peut envisager un autre paradigme où cette fois, le manque de stabilité de l'attention est finalement plus un problème d'équilibre, de stabilité, vraiment. Et là, du coup, on va plus parler de force, on va parler simplement d'observation. Donc d'être capable d'observer ces forces, ces grands systèmes de force qui agissent sur l'attention, de les observer en action. On va parler de sensibilité, ça va être capable de sentir quand une force commence à diriger et à prendre le dessus. Et on va parler de doigté, de contrôle fin, un petit peu comme le funambule, d'où le titre. Le cerveau funambule, en fait, c'est le cerveau qui redirige son attention, donc non pas comme un haltérophile, mais comme un funambule par petites touches. Donc pour tout le temps ramener son attention sur son objectif. Et finalement, voilà, ça donne. Donc dernière image, c'est pour vous donner un petit parfum de ce qu'on fait dans les écoles, où on a ce type d'affiches qui sont mises dans les classes. On parle beaucoup de poutres, donc de sens de l'équilibre attentionnel. Sens de l'équilibre attentionnel, c'est j'ai une poutre, c'est-à-dire que j'ai un objet, un exercice à faire, mettons. Un exercice, c'est quoi? C'est aller d'un point A à un point B. L'exercice de maths. C'est comme une poutre, il faut traverser, il faut rester sur sa poutre, et puis parfois il va se passer plein de choses. On va se laisser distraire par l'extérieur, par les petits copains, ou alors par une petite pensée, et hop, on va basculer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On détecte rapidement qu'on est en train de basculer et on se restabilise. Et c'est ça qu'on va travailler pendant une année entière, voire même plusieurs cycles, du CP jusqu'au CM2, pour donner finalement développer un petit peu les stratégies de métacognition, capacité à observer soi-même son propre fonctionnement mental pour observer ses forces et les compenser. Et puis voilà, on va parler de rester sur la poutre. Vous voyez, il y a des A, alors des A rouges, A orange, A vert. C'est A rouge, on va aborder 5 minutes, une petite poutre qui demande beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que elle est étroite. Étroite, ça veut dire que le moindre décalage va faire tomber de l'exercice. La poutre peut être aussi haute, donc si je rate, si je me déconcentre, ça me fait mal. C'est plus grave que si elle était basse. Et puis la longueur de la poutre également, qui est la longueur de l'exercice. Donc voilà. Voilà, vaste programme. Donc merci à tous, puis bon appétit après.